A-t-on conscience de ses propres limites? Aujourd'hui, pour en parler, on accueille Adrien. Salut Adrien. Bonjour Adrien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Adrien Malfroid, je suis ostéopathe de formation et formé au réflexe archaïque depuis un peu plus de 5 ans. Ok. Ton background, ça fait longtemps que tu es ostéopathe? Ouais, ça fait formé depuis 2010, donc ouais, 13 ans quasiment là. Ok, ça commence à parler. Ah Et, ouais, mais alors, qu'est-ce qui t'a attiré? Tu t'es formé en réflexe archaïque, ok. Qu'est-ce qui t'a attiré et comment toi tu les as imbriqués dans ton métier d'ostéopathe? alors la filiation, c'est suite à une conférence que ma sœur a vue et elle m'a dit c'est obligé que ça te parle, c'est obligé que ce soit pour toi. Et elle m'a donné juste un exemple et à ce moment-là, je n'étais pas très à l'écoute de ce qu'elle avait à dire. Bon, à l'époque, c'était pas forcément la meilleure relation qu'on avait tous les deux. Et j'ai quand même réussi à m'intéresser au sujet parce que j'ai entendu pourquoi elle le disait. Et après, une fois que j'ai mis le doigt dedans, c'était fini. J'étais conquis par la situation de complémentarité avec l'ostéopathie qui est déjà dans le contact physique, ne serait-ce que inhérente à la profession. Déjà beaucoup d'outils hein, quand même avec l'ostéopathie, mais alors l'impression d'avoir ouvert tu vois, une boîte à outils complémentaire euh, qui a transcendé la situation d'ostéopathe que j'étais personnel de par la formation, c'est-à-dire ce que ça m'a apporté, tout autant qu'ensuite la transposition sur l'aide qu'on peut apporter, le sentiment d'être aller plus complet, je ne sais pas si Mhm. vous voyez, ne connaissant pas mes limites, et c'est un Ouais, peu le sujet aujourd'hui hein, quand même. mais ouais, complètement. On a Et discuté ensemble un petit peu avant, effectivement, dans cette discussion, finalement, on a essayé de ressortir un sujet. ouais, parce qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je pense on se rejoint Hmm. et sur lesquelles on a des accroches communes. Et ça a été dur de faire le tri de quand on voulait parler. Ça fera peut-être le sujet de peut-être un jour d'un podcast plus grand ou d'un autre quart d'heure neuro. En tout cas, là, l'idée, c'était de se dire, ouais, on rencontre quand même des gens qui ont des problématiques similaires Mhm. et il en ressort des choses comme un gros aspect mental au niveau des réflexes archaïques. Et souvent, on a tendance à se concentrer sur des réflexes archaïques purement émotionnels, alors qu'ils ont tous une part d'émotionnel, Ouais. concrètement, puisque voilà, les réflexes archaïques, pour ceux qui connaissent un peu moins, ils siègent dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral, il gère pas que l'émotionnel, que la posture, il gère tout, la cognition, comment je me tiens, le sommeil, la digestion, toutes les fonctions autonomes, et aussi l'émotionnel. Et donc, on était arrivé à se dire, ouais, est-ce que les gens vraiment ont conscience de leurs propres limites? Et c'est la difficulté aussi de définir que les limites sont-elles à découvrir ou sont-elles saines dans le fait qu'elles existent. C'est la subtilité dans le questionnement, parce qu'on n'est pas des êtres illimités, on est forcément limité, ne serait-ce que par la façon d'exister, le corps. Le corps est une forme de limite, mais l'expression du corps peut avoir ses propres limites aussi. La facilité que l'on a pour certains à communiquer, pour d'autres justement à ne pas pouvoir communiquer, la facilité que l'on a à pouvoir se défendre, ou au contraire avoir le sentiment d'être indéfendable, euh, quelles sont nos aptitudes qu'on n'a pas encore découvertes. Et c'est ça un peu la discussion tournée autour de ça. Alors on avait discuté autour d'un réflexe en particulier, et je ne sais pas si tu veux qu'on l'aborde tout de suite comme ça, mais de but en blanc. D'une certaine manière, le réflexe de chute est celui que j'ai suggéré, peut-être original dans la priori, qu'il n'est pas forcément émotionnel. Le réflexe de chute, c'est l'idée de se protéger d'un danger. On voit tous les enfants qui tombent et qui présentent les mains justement pour éviter que la tête tape par terre. Et je suggérais justement la réflexion autour du réflexe de chute qui est, pour moi, construit en deux phases. C'est tout autant défendre et savoir si je peux me défendre des dangers qui viennent à moi, tout autant de suis-je capable d'accueillir ce qui est bon pour moi De et, recevoir. et de recevoir. Et que, effectivement, le travail sur les réflexes initie un changement, on va dire, profond à différents niveaux et qu'on a aussi besoin quand même de la prise de conscience du patient, c'est-à-dire réaliser ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Et en cabinet, lorsque je suis, on va dire, à suggérer la proposition de travailler sur ce réflexe-là dans un cadre où l'histoire, l'anamnèse nous emmène à comprendre que la personne a, semble-t-il, vécu des situations où la défense n'était pas possible, de l'initier avec la volonté justement de pouvoir se réapproprier ces scènes où ça aurait manqué et construire autour de ce réflexe-là tout autant de laisser libre cours à l'émotion qui pourrait être liée à ce qui est travaillé. Encore une fois, quand quelqu'un
découvre ce que je te partageais tout à l'heure, sa capacité à se défendre, comment dire, à repousser l'envahisseur, repousser ce qui n'est pas bon pour moi, les yeux qui s'écarquillent en disant waouh, ça y est, Ouais. je me Je sens sais pas si capable. tu peux le partager, en fait, Pas contre ce mal, moment-là. Ça va complètement. peut-être parler aux gens. Complètement. Si tu veux, c'était Quelle une situation? situation en plus qui est plutôt douce par rapport à ce que je pourrais évoquer dans d'autres situations. C'est qu'effectivement, il s'agissait d'un enfant alors, qui était en CM2 à l'occasion de la séance, et qui vit une situation scolaire compliquée parce qu'il est très empathique, on va dire très sensible. J'aime pas du tout le terme hypersensible, il est sensible, mais sa sensibilité déborde, dans le sens où il a du mal à la canaliser, du mal à la maîtriser. Et donc, ça le met dans une situation un peu délicate parce qu'il s'est retrouvé face à un copain qui se faisait tabasser par un bourreau, un bully, comme ils appellent les Anglais, et qu'il s'est senti coupable de ne pas savoir défendre celui qui était en train d'attaquer. Enfin, celui qui était attaqué, mais donc de s'opposer à celui qui attaquait. Et que le réflexe de chute est intervenu dans ce cadre-là pour essayer de lui offrir la possibilité de voir que ses ressources de défendre quelqu'un ne sont pas liées à la violence, mais à une détermination de se défendre. Ne pas laisser faire. Et donc, ça demande à la fois du courage, donc de surmonter des peurs, une confiance en soi, donc d'acquérir justement la confiance par les ressources que le corps pourrait initier quelque part lorsqu'on a fait cet exercice-là avec lui, lorsqu'il a ressenti à quel point il pouvait résister à ce qui semblait envahissant, parce que je fais ce geste-là, Ah, parce qu'il y a effectivement cette relation avec les réflexes palmaires qui sont liés avec le réflexe de chute, et que la notion importante, c'est, suivant le contact au niveau de la paume de main, comment est-ce que tu l'apprécies ou non. Et donc là, de réaliser que plus je lui montrais, hein, j'appuie comme un fou, hein, regarde comme tu résistes, regarde la détermination qui. Et là, le regard qui s'illumine dans ça y est, je ressens ce dont j'avais peur, mes ressources, ou en tout cas une invitation à ressentir les ressources, une révélation. En tout cas, dans ses yeux, c'est ce que ça paraissait. Je ne sais pas comment ça se hmm. passe, si tu veux, ensuite dans son quotidien, mais il y a un peu la notion erronée de croire que se défendre, c'est forcément violent, et que c'est d'abord lié à la détermination. Et j'insiste sur le réflexe de chute, c'est apprendre à ressentir la détermination à ne pas vouloir autoriser une situation qu'on ne veut pas. Donc, Et là, c'est d'où le fait de savoir poser ses limites. ouais. Parce qu'on parlait de limite aussi par rapport à ce réflexe-là, parce que c'est justement remettre à distance quelque chose que je n'autorise pas, c'est-à-dire mettre dans une limite ou autoriser l'espace dans lequel c'est autorisable, où je suis Hmm. prêt à accueillir quelque chose. Donc il y a l'idée d'espace limité autour de moi dans lequel je me sente ou capable d'être en confiance. Ce qui est délicat, parce qu'encore une fois, l'association avec le réflexe de paralysie par la peur, il y a aussi cette notion d'environnement et cet espace de vie. Et que entre ces deux réflexes-là, la subtilité, c'est est-ce que je suis envahi par tout ce qui se passe dans ma vie ou est-ce que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, je suis envahi parce que justement, j'ai rien à défendre, c'est tellement illimité. Alors, on parlait d'autisme, euh, il y a des subtilités quand même entre les deux. C'est-à-dire que je n'ai pas d'espace à défendre parce qu'il est tellement proche de moi que finalement, je n'ai pas de limitation ou de subtilité dans l'accueil ou dans le fait de repousser. Je suis envahi quoi qu'il arrive, donc c'est bien, génial, c'est pas bien. Bon, bah tant pis pour moi, j'ai pas réussi à me défendre. Mais dans le cadre de l'autisme, souvent, c'est au contraire l'espace où la limitation n'est pas perceptible. Elle est trop éloignée. Donc, tu rentres déjà dans son environnement parce que tu es Hmm. rentré dans la maison et que tu as déjà débordé et tu ne le sais même pas. Ouais, et puis il y a une différence entre quelqu'un hmm, qui potentiellement peut avoir les aptitudes, mais qui n'a pas réussi à les développer, et quelqu'un qui n'a pas la possibilité de les développer parce qu'il n'a pas les aptitudes. Ouais. Donc voilà. Mais on en parlait aussi en off par rapport à ce réflexe. Euh, Là, on parlait d'une situation, une bagarre à l'école. Il y a des autres situations qui font aussi que bah, on a du mal à définir cette limite. Des fois, c'est le stop. On le voit t'en parlais très bien, hein, dans toutes les problématiques de mœurs. Ouais. On va retrouver des enfants qui vont être abusés, mais des adultes aussi, qui savent pas imposer leurs limites. Il y a des Ou fois qui ne peuvent pas. ou qui ne peuvent pas. Parce Ouais. que si tu veux, là, la difficulté, Adrien, c'est que dans la situation de l'enfance, ça amène beaucoup de sidération dans ce qui se passe, parce que tu parles d'un sujet qui est effectivement autour des mœurs extrêmement compliqué à traiter. Mais la notion importante, c'est qu'un enfant n'a pas les moyens physiques de se défendre. Et que parfois, la sidération est une option de survie qui est Mm. un choix délicat parce que culpabilisant la plupart du temps.
le nombre de femmes que je peux rencontrer, parce que c'est un peu la pratique malheureusement. Je dis malheureusement parce que on ne choisit pas quelque part ce qui nous vient, hein, en termes de thérapeutique. C'est toujours un peu délicat, mais bon, pour faire bref, c'est que la situation de certaines femmes, c'est justement de se culpabiliser de ne pas avoir su réagir. Mais elles négligent le fait que la plupart du temps, quand ça arrive, les ressources ne sont pas là. Et que c'est une stratégie intelligente de se soumettre. Et que c'est ça la subtilité qui peut faire la différence. Et aujourd'hui, la situation est différente et avoir la réappropriation de ce qui s'est passé pour le reconstruire différemment, pour le vivre autrement, ça ne change rien au passé, mais ça change la manière dont on le considère. Et qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, du sentiment d'avoir mené une action, ce que j'adore aussi raconter, mener une action qui correspond à une émotion ou à un sentiment. Euh, je le dis, c'est peut-être maladroit de ma part, mais dans émotion, il y a justement dans l'origine même du mot l'idée de mouvement. Et j'adore cette réflexion-là parce que quel est le mouvement que l'émotion invite? Quel est le mouvement que je n'ai pas fait? Et c'est là où posture, mouvement, action, encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose qui se déplace dans l'espace, c'est une volonté d'avancer. Et la notion importante dans ce réflexe autour de ce qui se passe, des problématiques de mœurs, c'est qu'à partir du moment où on se réapproprie cet espace-là, il y a évidemment pour chacune d'entre elles ou chacun d'entre eux, parce qu'effectivement ça touche tout le monde, euh, soit de la colère, soit de la tristesse, soit une peur et donc une difficulté à remettre en place l'idée du réflexe, c'est-à-dire repousser l'envahisseur. C'est comme si c'était trop lourd, trop dur, euh, trop violent et que la réaction de peur est encore entretenue dans cette façon de faire. C'est pour ça que quand on parle d'émotionnel, il est important pour moi au préalable d'avoir au moins établi euh, le terrain sur lequel on va discuter au même niveau. Quand on parle de colère avec beaucoup de personnes, elles y mettent de la violence alors que ce n'est pas ça la colère. Et quand on parle de peur, elles ne comprennent pas forcément qu'il y a trois réactions à la peur. Euh, Parce que, encore une fois, l'état de sidération dans les situations de mœurs, elle est légitime et ensuite culpabilisante parce qu'il y a une forme de soumission, comme si on avait accepté, comme si on n'avait pas fait ce qu'il fallait, ce qui est insupportable. C'est insupportable dans l'idée même qu'elle puisse croire ça. Et la sidération dans une situation traumatisante est la première étape d'analyse qui doit ensuite mener à ces étapes d'action, soumission, attaque ou fuite. N'ayant pas mené ces actions-là la plupart du temps, il y a le sentiment d'avoir, je ne vais pas le dire parce que c'est maladroit, ou ça va être délicat à entendre, mais si tu veux, il y a toutes les raisons pour lesquelles aujourd'hui la plupart se sentent coupables de situations pareilles. Et c'est là où ça devient terrible, c'est qu'elles sont victimes, ils sont victimes, et pour autant le sentiment de culpabilité, c'est eux qui le vivent. C'est pareil, sentiment de culpabilité, quelles sont les émotions, qu'est-ce que je ne m'autorise pas, qu'est-ce que je n'accueille plus. Et là, on pourrait parler de la deuxième phase du réflexe de chute, parce que si tu veux, tout autant il faut apprendre à repousser si on sent que les ressources sont possibles, mais faut-il être en mesure aussi d'accueillir ce qui est bon pour soi. Et donc, de construire cette logique de savoir définir son espace, donc savoir définir ses propres limites, c'est soit les découvrir, soit les redéfinir, mais c'est de ressentir que ces limites sont l'environnement dans lequel je sais construire mon environnement de vie, où je peux me rassurer, me réconforter, aimer ce que je suis. Et donc, savoir réaccueillir, c'est savoir recevoir. Et il y a plein de pistes justement pour les ostéos, autant que pour toi, j'imagine, mais l'ostéo que je suis, la manière dont je sais si les patients savent, ou je sais, la manière dont je ressens s'ils sont capables de recevoir ou non, c'est déjà dans le contact physique. Mm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le toucher est qualitatif, ressenti à bon escient, on sait qu'il y a une autorisation. Et la subtilité, c'est aussi effectivement qu'il y a parfois ces histoires-là ne sortent pas sur les premiers temps. Ça met du temps à sortir parce que c'est justement à ce point-là qu'il y avait des résistances et des biais dans la manière d'être. Surtout quand ils viennent voir un ostéopathe qui n'est pas en premier lieu la personne pour régler ses problématiques émotionnelles, à ce qu'on pourrait penser, alors que finalement, on sait l'impact que l'émotionnel peut avoir sur tout le reste. Et donc, ça prend tout son sens de, de prendre les thérapeutes manuels, hein. Je parle d'ostéopathie parce que tu es ostéopathe, mais comme les kinés, et de comprendre que bah, tout est lié et qui vont permettre peut-être de débloquer des choses aussi Hum, sur la branche émotionnelle. hum. Ce qui est effectivement, les patients, ce que je te disais, les patients ne viennent pas pour ça au départ.
Rarement, Ouais, d'ailleurs. complètement. Rarement. C'est-à-dire que on vient parce qu'on a mal, on vient parce qu'on n'est pas bien, on vient parce qu'on a une problématique, un symptôme à traiter, et que euh, la recherche de la cause amène forcément une réflexion autour des causes potentielles autour de l'émotionnel. Après, c'est autorisable ou ça ne l'est pas encore. Mais effectivement, ce n'est pas à négliger dans l'interrogatoire. L'anamnèse amène souvent ça déjà. L'anamnèse nous renseigne sur... Et après, il y a l'analyse fine, ce que tu racontais aussi, parce que moi, ça me passionne pour le coup aussi, c'est comment est-ce qu'en observant quelqu'un, on peut déjà estimer ce qui a pu éventuellement être des causes de ce qui permet d'observer ce qui est observé. Et bon, après, on fait des conclusions un peu rapides, parce qu'on comment dire, on veut aller vite. Il faut aussi aller vite parfois, mais en allant vite, on peut éventuellement passer à côté de certaines Ouais. informations. C'est là où il faut avoir la justesse de reprendre du recul pour ne pas conclure quoi que ce soit, mais être dans l'estime conditionnée que ça a l'air d'être, et c'est pour ça qu'on interroge en fonction de ce que ça a l'air d'être. Et c'est là où je voudrais éventuellement suggérer que c'est ce qui a généré aussi l'analyse du langage non verbal. Enfin, toute la communication non verbale, c'est toutes les gestuelles de patients où tu commences à leur parler et qui font des trucs dans le genre, tu vois, c'est déjà des informations qu'ils te donnent involontairement. Si tu sais les lire, bah, effectivement, il y a des là, vous avez réagi à ce que j'ai dit, ça n'a pas l'air de vous plaire. C'est ça qui est passionnant dans cette prise en charge, c'est d'avoir suffisamment de largeur, d'outils, d'observation pour se sentir aussi, hein, mine de rien, utile. Tu vois, je crois que toute personne qui accompagne, quel que soit le domaine de son accompagnement, du coaching ou autre, il y a la volonté d'être utile pour ce qu'on a envie de proposer aux clients. Parce que du coup, je disais qu'on n'a plus le droit de dire patient. Ouais, complètement. Ça prend vraiment beaucoup de sens. Les gens se rendent pas compte. Ce que je te disais là, quand on en discutait ensemble, les gens qui viennent nous voir, que ce soit toi, ostéopathe, ou moi pour faire de la reprogrammation neuroposturale, ils viennent parce qu'ils ont une problématique physique, tu vois. Donc bon, je travaille beaucoup avec des enfants, donc aussi problématiques liées aux apprentissages, mais Ouais, tout sauf l'émotionnel. Et finalement, on se rend compte au cours des bilans que, il y a quand même une grosse part d'émotionnel qui résiste et, et qu'il va falloir aller travailler aussi. Donc voilà. Et ça, les gens n'en ont même pas forcément conscience eux-mêmes ouais. de C'est ça. là où je t'opposais qu'il y avait forcément une conscience quelque part de ça. Ouais. C'est-à-dire que l'idée qu'il n'en ait pas conscience, c'est-à-dire que ça a l'air d'échapper à la manière de considérer les choses, alors que je crois qu'au contraire, quand tu gères les émotions en permanence, que tu les contrôles, parce que tu contrôles un ressenti d'abord, il faut en avoir conscience pour contrôler quelque chose. C'est de la même manière que quand on essaie d'oublier quelque chose, on ne peut pas l'oublier si on ne le considère pas. Euh, il y a des expériences comme ça que je raconte aux patients, justement, leur propose un exercice pour leur dire, mais à partir du moment où où je te propose d'oublier, bah, je sais pas, oublie stylo-plume, tu vas penser stylo-plume, tu vas essayer de le mettre de côté. C'est ce qu'on fait en permanence avec les émotions. C'est que pour oublier une sensation, il faut déjà savoir quelle est la sensation. Et c'est pour ça que quand on parle de conscience, d'inconscience, pour moi, c'est délicat parce que je ne considère pas que le patient a oublié ou ne sait pas. Hmm. Il y a une part de lui qui sait. Bah, déjà, ne serait-ce que l'hippocampe. Ce que je disais, j'en parlais la semaine dernière avec Denis David, peut-être qu'il écoute le podcast avec Denis, où je disais que l'hippocampe, parce que lui, c'est un chercheur en neurosciences qui Ouais, travaille sur l'hippocampe, et je disais, l'hippocampe, c'est à la fois quelque chose qu'on adore parce que ça nous permet de nous rappeler tellement de choses, tu sais, mais à la fois aussi, ça peut être le pire ennemi parce il se souvient de tout, justement. Et pour nous protéger, hein, c'est quelque part bien aussi pour nous. Mais ouais. Là, tu vois, il y a j'ai certaines pas compris ce que tu choses, as dit. Là, j'ai pas compris ce que tu as dit parce que c'est soit toujours à bon escient, soit jamais à bon escient. ouais, mais en fait, c'est la complexité du truc. Ouais, C'est, il se souvient de tout, que ce soit bien pour notre tête ou pas bien, tu vois. Mais des fois, il veut nous protéger en se rappelant des traumas qu'on a vécus. Et par contre, je le parlerai pas de corps, protection. le corps aura toujours ce souvenir. Non, je parle de souvenir, tu vois, plus. Oui, mais tu parles de protection par rapport au souvenir qu'il est. Ah, de protection. Bah, quand je parle de protection, c'est mettre soit un filtre, une carapace ou une protection, dans le sens où si j'ai un danger qui vient vers moi, j'ai la capacité de me rappeler de comment m'en extirper. Donc là, dans ce sens-là, mais comme tu dis aussi, ça peut être exprimé par la soumission, comme par l'envie de se protéger ou de fuir, tu vois. Ok, Voilà.
Disons que pour moi, effectivement, il y a toujours un souvenir quelque part de tout ce qu'on a pu vivre. En tout cas, ça passe aussi par les sensations corporelles. C'est pour ça que le souvenir, effectivement, qui passe par l'hippocampe, dans la gestion émotionnelle de tout ce qui se passe, crée une façon d'automatiser ensuite les réactions. Et que ces réactions-là sont plus ou moins euh, judicieuses. Toutes les réactions qu'on a apprises ne sont pas forcément judicieuses. Hmm. Quand il s'agit de la colère, si on a vu des situations dans son enfance où on a interprété que c'était de la colère, que c'était de la violence verbale ou physique, on a appris quelque chose et on a fait une association d'idées entre colère et violence qui peut limiter l'expression de la colère saine dans la vie quotidienne et qui a à voir avec s'affirmer. C'est pour Hmm. ça que c'est pas tellement pour se protéger, mais c'est aussi dans les apprentissages et à l'origine, les enfants sont beaucoup dans une mémoire, comment dire, ressentie. Bah, tous les filtres éducationnels qu'on a dès la Ouais. naissance et qui font ce qu'on est adulte. Complètement. Et après, c'est des choses enfin, qui sont possibles d'être remises en question d'une certaine manière, parce que moi, c'est une patiente qui m'a initié à ça, parce qu'effectivement, entre l'imprégnation de l'éducation et l'inculcation de l'éducation, il y a des parents qui vont dire fais ça, mais qui ne montrent pas du tout l'exemple, Hmm. et qui, par leur exemple, ne comprennent pas que c'est ça qui éduque d'abord. Que tu peux dire tout ce que tu veux, si ton exemple est Ah, dissonant, neurones miroirs. c'est un truc de Je... fou. C'est qu'après, tu réalises qu'effectivement, ce que l'on est d'abord lié à l'exemple qu'on a reçu. Parce qu'on peut avoir des parents qui sont très aimants, enfin, très sociables, tout ce que tu veux, mais dans l'intimité, leur fonctionnement ne permet pas de voir l'évolution possible, l'affirmation possible, transcender ses peurs. C'est, c'est très délicat, difficile d'aller chercher ces souvenirs-là parce que, d'une certaine manière, notre manière d'être traduit déjà le souvenir. Et ça, pour autant, c'est ce qu'il faudrait peut-être initier, c'est de dire que c'est possible d'évoluer. Je dis pas changer, je dis évoluer. Parce que le changement fait peur parfois, alors que l'évolution, c'est une continuité de là C'est où être j'en suis. meilleur. Voilà, trouver ses limites. Parce qu'on en était Yes. là au départ. C'est-à-dire que si tu veux, Super intéressant. c'est-à-dire que la notion de limitation, on était là-dessus aussi, c'est a-t-on vraiment conscience de ses propres limites et doit-on se délimiter? Je ne crois pas que ce soit ça. Mais découvrir ses limites, c'est déjà plus sécurisant, comme un enfant dans l'éducation a besoin de limites. Un enfant qui n'a pas de limites, euh, il va aller les trouver lui-même et parfois par des situations dramatiques ou illégales, on va dire. Mais d'une certaine Ouais. manière, c'est le cadre et l'amour dans ce cadre-là, c'est tout ce dont un enfant aurait besoin, mais c'est tout ce dont nous avons besoin quelque part. C'est des limites identifiées dans lesquelles je puisse avoir conscience que je suis capable à la fois d'accueillir ou de me défendre parce que j'ai les ressources pour le faire, et là, à ce moment-là, de vivre autre chose. Autre chose. C'est-à-dire que, oui, si tu veux, les circonstances de vie ne changent pas, mais la manière dont je prends la vie va forcément évoluer. Parce que j'ai une autre appréciation, je dirais perception de la vie. Percevoir, c'est aussi lié à tout ce que mes sens me donnent comme information pour traiter et donc, mine de rien, d'avoir corrigé toutes ces façons d'avoir des réflexes auparavant de réaction entretenus par l'imprégnation d'éducation qui aujourd'hui, je me sens beaucoup plus délimité qu'avant, mais dans des limites que maintenant j'apprécie. Là où avant, je n'avais pas conscience de mes limites Hmm. et je n'avais pas conscience à quel point j'étais limité en plus. Merveilleux. Écoute, vraiment bien, très intéressant. Je pense qu'on pourrait encore aller plus loin. Euh, Alors, c'est ce qu'on on disait, est... hein. On peut en parler pendant des heures, hein. Ah oui, complètement. Ça, c'est sûr. Euh, on va s'arrêter là. Si vraiment les gens, ça les intéresse, mais qu'ils n'hésitent pas à interagir et puis nous dire s'ils veulent qu'on continue là-dessus. C'est toujours intéressant. Moi, j'adore parler de l'émotionnel. C'est vraiment l'émotionnel et tout ce qui est lié au trouble de l'apprentissage, mes deux petites passions. Donc, c'est toujours un plaisir d'en parler. Juste pour Euh, info, Adrien, juste pour info, il y a aussi un podcast que je peux faire avec une patiente qui est justement à proposer de faire ça comme ça, dans lequel on parle justement de toutes ces émotions-là. C'est-à-dire ok. que c'est un échange justement où on va discuter de son cas à elle, c'est courageux de sa part, pour justement aller élaborer l'interrogatoire qui tourne autour des émotions et pouvoir découvrir Ah, justement les liens. très Euh, intéressant. de mémoire, parce que je ne suis pas très impliqué pour le coup, parce que moi je suis juste le thérapeute. Mais il s'appelle le Tea Time d'Adrien et Sophie. Et éventuellement, on pourra le mettre en lien, comme ça les gens pourront Ah éventuellement faire ouais. des suggestions. Tu m'enverras le lien Ouais, ouais, je te le ferai, et volontiers, comme ça, sur je pourrais le Instagram. mettre dans le, Voilà.
dans le lien sur Instagram et sur YouTube. Avant de se quitter, est-ce que tu as un conseil à te donner Et là, tu as hâte, à- hein. Parce que tu m'as posé la question avant, est-ce que j'aurais un Ouais. conseil à donner aux gens? Et que ce que je t'ai répondu, c'est que j'estime ne pas avoir de conseils à donner. La raison, c'est que on a tous de bons conseils pour tout le monde et que si un conseil suffisait pour changer la donne chez quelqu'un, il suffirait de lire des bouquins de bons conseils. Et la vie serait très très simple. C'est pour ça que j'évite de donner des conseils en général, suggérant que s'il suffisait de donner un bon conseil, bah, finalement, on n'aurait pas de raison d'être en tant qu'accompagnant. Euh, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais d'une certaine manière, Très bien. pour moi, l'évolution de l'individu est toujours perpétuelle et c'est peut-être déjà euh, je préfère poser des questions. En fait, c'est de réfléchir à la bonne question au bon moment pour amener la personne à une réflexion qui va l'emmener sur un chemin peut-être plus ouvert et que par rapport à ses limitations, on pourrait réfléchir à la meilleure question pour savoir comment est-ce que les gens pourraient y réfléchir pour éventuellement mettre en doute ces limites et éventuellement découvrir d'autres limites. Et là, quelle est la bonne question? C'est, c'est là où c'est intéressant après de favoriser l'écoute chez les gens qui vont nous permettre de les accompagner différemment. Ouais, j'avoue que j'ai pas Yes. de question là, mais je la proposerai peut-être à ce moment-là dans le Ouais, fil de dialogue, parce que là, en avec l'occurrence, plaisir. j'ai pas de bons conseils. Super. Bah, écoute, je te remercie. En Je tout t'en cas, les prie, gens, c'était un s'ils veulent plaisir. Merci te beaucoup. retrouver sur Instagram, c'est Malfoy Ostéopathe. Ouais, Et puis, de toute façon, on te mettra un lien sur Instagram. On partagera cette capsule commune. extra, merci beaucoup. Et puis alors, si tu as la Merci. volonté de faire plus long, quand tu veux, parce que là, pour le coup, je pense un peu comme toi, hein, mais je trouve que c'est ce qui donne du sens à la vie. Donc après, ces conversations-là, c'est ce dont j'ai Ouais, besoin. le partage, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup. À Merci à bientôt. vous. À bientôt.